Écoutez, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Julia Minkowski a eu un accident de trottinette. Elle a été renversée sur un passage piéton par une trottinette à Paris et elle a un traumatisme crânien. On a pensé à une fracture du crâne, des hématomes, mais elle s'en sort plutôt bien, mais elle a défense absolue de bouger. Donc, je suis absolument désolée, parce qu'en plus, Julia Minkowski a reçu le prix des lecteurs des écrivains du Sud, et que c'est un livre que j'aime particulièrement. Et puis, j'ai trouvé assez formidable d'associer à la même table ronde Rémi de Gaulle, qui a été avocat, et Julia, qui commence, qui est bien installée dans la carrière d'avocat. Parce que ces deux romans sont des histoires d'avocats. Alors, je connais peu de choses aux avocats. Je n'ai connu qu'un roman judiciaire qui s'appelle La bête à chagrin et qui se passe à Aix. Et voilà, donc je trouvais absolument merveilleux que deux avocats se répondent et se répondent par les romans que leur métier leur a fait écrire. Alors, Julia Minkowski, l'entrée de son roman est particulièrement intéressante parce que elle va nous parler de l'avocate des sœurs Papin. Alors les sœurs Papin, vous les connaissez. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, c'est deux sœurs qui sortent de l'assistance. C'est au début du XXe siècle. Elles sortent de l'assistance publique. Il y a une sœur aînée un peu forte et un peu dominatrice et qui domine une petite sœur un peu mutique. Et elles sont au service de bourgeoises et un jour, elles vont trucider leur maîtresse et elles vont vraiment les trucider parce qu'elles vont s'en occuper comme elles s'occupent des lapins quand elles doivent faire un lapin, c'est-à-dire elles vont commencer à leur enlever les yeux et leur retirer la peau, puis les découper, parce que c'est la façon de tuer, si vous voulez. Et ça, c'est un thème qui a absolument fleuri dans la littérature, parce que ça a été repris par quantité d'écrivains qui ont vu là-dedans la révolte de la servante. Vous savez, la servante au grand cœur de Flaubert, finalement, cette servante qui se sacrifie à une vie bourgeoise va être reprise comme symbole de la grande révolte. Oui, elles ont eu raison de tuer leur maître, parce que c'est une relation de servitude, et donc c'est un thème extrêmement intéressant. Mais Julia Minkowski prend l'affaire d'une autre façon. Évidemment, en toile de fond, on a les deux sœurs, c'est pendant le procès, c'est avant le procès, c'est pendant le procès. Et on a les deux sœurs qui sont dans le box, une qui parle et l'autre qui se tait. Et la photo de la couverture est une photo terrible, c'est une photo terrible. Et il est question de la peine de mort pour les deux sœurs. Et ces deux sœurs vont avoir vraiment dans la réalité une avocate, et une jeune avocate, et qui va prendre leur défense. Alors, c'est pas le premier procès de... Vous êtes qui avez de bons yeux, comment s'appelle l'avocate? Germaine Brière. C'est pas le premier procès que fait Germaine Brière, où elle plaide, et elle a déjà plaidé contre la peine de mort. C'est donc quelqu'un qui s'engage contre la peine de mort, mais cette avocate est une avocate du début du siècle, et c'est la vie aussi de quelqu'un qui rentre dans ce métier, alors, qui est pratiquement aux trois quarts féminin maintenant, non? Oui, c'est ça. Trois quarts féminin. Donc elle est toute seule au milieu d'hommes
dans cette espèce de difficulté de trouver sa place, et puis d'être considéré comme un objet différent. Et en particulier, quelque chose qui m'a absolument étonnée, c'est qu'avant de prêter serment, elle devait faire établir un certificat de bonne conduite. Alors, Julia Minkowski, mais peut-être que les hommes aussi devaient le faire. Les hommes aussi. Oui, les hommes aussi. Mais peut-être que, et là, Julia n'est pas là pour nous répondre, elle le fait de façon habile, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a envie de cacher quelque chose. Elle soigne trop le point pour que le doute ne s'installe pas. On aurait demandé aux avocates à cette époque un certificat de virginité. Alors j'ai posé la question à Françoise Chambert-Lagor, il y a une grosse point d'interrogation sur son visage. Elle me dit: je ne pense pas. Mais, donc, en fait, de ce point de vue-là, je pense que ça tient à l'histoire de Germaine Brière, telle qu'elle est racontée par Julia Minkowski. Germaine Brière avait été fiancée et elle avait rompu ses fiançailles. Et donc, elle demande son inscription au barreau à ce moment-là. Et comme il était malvenu d'avoir des relations avant le mariage, on lui a demandé un certificat de virginité. Je crois que c'est dans ce cadre-là. C'est tout à fait vraisemblable, parce que c'est parce qu'elle avait rompu ses fiançailles. Ah oui, c'est pas pour toutes les avocates. Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que c'était parce que dans ces circonstances-là, elle aurait été de mauvaise mœurs. C'est ça la question. Je crois que c'est ça l'histoire. C'est vous qui l'interprétez. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Moi, j'ai compris que Julia héroïcisait un petit peu plus son personnage, qui est d'ailleurs un personnage réel. Le roman était là, c'était autour de la vie privée finalement de Julia, parce qu'il y a l'histoire réelle, c'est l'avocate qui va quand même empêcher que les sœurs Papin soient décapitées, et puis il y a toute l'histoire romanesque, sa liberté de mœurs. Le livre est très dans l'optique de maintenant, c'est-à-dire héroïciser les femmes, la liberté des femmes, alors que cette même liberté était prise autrefois pour quelque chose de négatif. Bon, voilà ce qu'on a dire. Je vais revenir une seconde sur l'histoire du certificat de virginité. Germaine Brière a choisi le médecin pour établir ce certificat dans la liste des médecins du Mans, et elle a trouvé une femme qu'elle ne connaissait pas et qu'elle est allée voir. Donc elle est allée voir une femme pour lui faire ce certificat, et il y a un doute sur l'authenticité du certificat. En tout cas, il ressort, moi j'ai ressenti un certain doute, mais comment dirais-je, on a l'impression que la médecin qui a vu Germaine Brière ne l'a pas examiné particulièrement. Enfin, on y voit aussi une complicité de femmes. Oui, on y voit une complicité de femmes. Voilà. Donc, c'est un procès vu par l'avocat et non pas le procès à partir des... On va lui mettre une chaise et puis... Ce n'est pas Julia, mais c'est son éditrice, le PDG des éditions Lattès. Voilà. Donc on vient de parler de Julia. Alors on va quand même vous passer le micro, parce que ce qui est très intéressant, c'est en tant que... Vous êtes l'éditrice directe ou oui. Il y a un éditeur entre vous? Non, c'est moi qui ai travaillé avec Julia sur ce texte. Voilà. Alors, quand vous dites travailler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, Julia Minkowski, on avait publié d'elle un essai avant ce premier roman qui s'appelle L'avocat est une femme, qui était une série. L'avocat était une femme, qui est une série de 9 portraits d'avocates pénalistes, puisque Julia Minkowski est elle-même avocate pénaliste associée au cabinet Témino. Et dans le prolongement, en fait, de cette envie de mettre en lumière des ténoras du barreau, puisqu'on a toujours dans cette profession l'image des ténors, des Vergès, justement Télim, etc., Dupond-Moretti.
Donc l'ambition, c'était de mettre en valeur des figures féminines de cette profession, à l'instar, bien sûr, et dans le prolongement d'une Gisèle Halimi. Et donc, l'envie pour Julia en tant que romancière, c'était, dans le prolongement, de brosser le portrait de cette femme, donc Germaine Brière, qu'elle découvre en fait quasi dans des notes sur ce fait divers qui a défrayé la chronique, sur lequel tout a été écrit, qui était donc cette affaire des sœurs Papin. Les sœurs Papin, je vous l'avais déjà exposé. Et elle découvre qu'effectivement, dans ce procès, l'avocat était une femme également, et elle avait aussi envie de creuser une figure du barreau qui est accompagné un client à l'échafaud, puisque la grande différence entre la pratique contemporaine et donc celle qu'elle exerce aujourd'hui et la pratique à l'époque, au début du XXe siècle, c'est qu'il y a bien sûr la peine de mort. Et donc elle s'était souvent interrogée sur si je pratiquais avec comme peine possible la peine de mort, et bien comment je réagirais en devant accompagner un client à l'échafaud. Et Germaine Brière est la première avocate française à avoir accompagné un client qui est aussi dans le livre, et ça donne une des scènes d'ailleurs assez bouleversante. Donc qu'est-ce que moi j'aurais éprouvé en accompagnant un client à la mort. Donc c'est comme ça en fait qu'elle s'est intéressée à ce personnage de Germaine Brière, et ensuite le travail c'était de trouver justement comment brosser le portrait de cette femme. Il ne s'agissait pas pour elle de faire une biographie, et une fois que ce cadre romanesque de la nuit du verdict et du temps de l'attente du verdict, qu'on l'a établi, c'est vrai que c'est déployer sa plume de romancière, parce que ça lui donnait la possibilité justement, dans ce temps très court, dans cette unité de temps, de lieu quasiment, puisque tout se passe autour de la salle d'assises, donc cette chapelle de la Visitation transformée en cour d'assises, dans le café du commerce à côté. Cette unité de temps, la nuit du verdict, de lieu quasiment, lui permettait, par des flashbacks, on dirait, de dresser la vie de cette femme, tout en créant la tension de qu'est-ce qui va se passer, quel va être le verdict. Combien publiez-vous de romans par an? On publie une 60aine de romans, oui. Aux éditions Lattès. Ensuite, il y a aussi, on publie des essais. Oui. Et comment se composent les éditions Lattès? C'est-à-dire, je redis le nom de PDG, mais vous avez des éditrices, vous avez des directrices littéraires. Des directrices littéraires, oui, oui. Voilà, et moi, étant éditrice à l'origine, c'est vrai que j'accompagne un certain nombre d'auteurs plus directement. Mais vous êtes à l'origine une éditrice de quelle maison d'édition? Alors moi, avant les éditions Lattès, je dirigeais le livre de poche. Oui. Et avant ça, j'avais créé une maison que vous connaissez peut-être, qui existe toujours, qui s'appelle les éditions Les Escales. Oui. Oui. Voilà. Bon, ben voilà. C'est très, très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler de Julia? Est-ce qu'elle s'inscrit déjà comme une avocate féministe? Elle rentre dans les... c'est un engagement, parce qu'on a vu sa signature plusieurs fois. Oui, comme ça. Alors, je ne sais pas si elle se définirait comme une avocate féministe, mais en tout cas, elle veut mettre en lumière et donner une visibilité aux figures féminines de sa profession, en essayant de battre en brèche l'idée que les hommes seraient plus efficaces pour défendre. Et elle explique, d'ailleurs Rémi Decaux, je crois, a lu effectivement l'avocate de une femme, et qui montre bien comment il y a des préjugés au moment, mais qui sont quasi inhérents à la nature humaine, au moment de choisir entre un homme qui a l'air d'avoir la voix forte et de pouvoir impressionner un jury, et une femme, le choix se porte quasi pour des préjugés qui persistent sur l'homme. Donc, mais plus maintenant. Il y a tellement plus de femmes. Plus maintenant, je pense que Julia a contribué d'ailleurs
Julia Minkowski y a contribué, puisque L'avocat était une femme a été adapté aussi en documentaire que vous pouvez regarder, qui s'appelle justement Ténora, de ce néologisme qui est composé à partir de ténor du barreau, donc Ténora. Et donc effectivement, à travers des figures comme Jacqueline Lafont, Marie Dosé et d'autres, ça permet de effectivement montrer la puissance également de ces femmes pénalistes. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Si je peux rajouter quelque chose à ce propos, parce que d'abord il y a une chose qui me surprend, parce qu'effectivement j'ai lu aussi le premier livre de Julia Minkowski, L'avocat était une femme. Je suis surpris qu'on utilise le terme de ténora. On dit ténor pour parce que c'est une voix d'homme. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas dit les sopranes du barreau? On pourrait utiliser une voix de femme, ça pourrait être aussi simple que ça, puisque bon, ça c'est la première observation que je me suis faite. Et puis je me suis fait aussi une observation par rapport au livre, et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu en parler avec Julia, que j'ai eu simplement au téléphone la semaine dernière sur son lit. Elle était sur son lit, elle m'a raconté son histoire, mais j'aurais bien voulu pouvoir parler avec elle parce que elle a l'âge de mes enfants, donc elle n'est pas du tout de ma génération d'après. Elle est rentrée dans une profession qui s'est largement féminisée, et elle traite d'une avocate jeune, dans son livre, jeune, et qui meurt jeune d'ailleurs, alors que dans mon livre à moi, j'ai parlé d'un homme. L'avocat, le mien, est un homme, mais c'est un homme qui a 10 ans de plus que moi et qui meurt vieux, en tout cas plus vieux. Et donc, et qui a commencé à une époque où le barreau était exclusivement masculin. Aujourd'hui, c'est très différent. Et pour dire ce que vous dites à propos du combat de Julia sur le fait qu'on confie des affaires à un homme plutôt qu'à une femme. Moi, quand j'étais jeune avocat, j'ai eu des commissions d'office, j'ai été amené à faire des affaires pénales. Et bien, assez rapidement, je vais vous dire que ma sensibilité, et pourtant je suis un homme, mais ma sensibilité m'a fait renoncer au pénal, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, était un peu insupportable. D'abord, la première affaire que j'ai eue, c'était une affaire de viol, et j'étais commis d'office pour la victime, et j'ai découvert ce jour-là que jamais dans ma vie, parce que ça me heurtait, je ne pourrais défendre un violeur. Vous voyez, alors déjà j'étais mal parti. Et puis ensuite, ben, j'ai découvert, j'ai été heurté par comment dirais-je, le manque d'empathie, le manque de compréhension des auteurs d'infractions graves, j'allais dire. C'est des gens qui ont une sensibilité qui n'existe plus, ou je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'a heurté, moi, dans ma sensibilité d'homme. Donc j'aurais aimé parler de tout ça avec Julia, peut-être que je le ferai, mais ça sera dans un autre cadre. Mais on va vous faites comme vous prendre votre liberté, si vous voulez. Vous rester avec nous, c'est vous qui choisissez. Bon, alors, Rémi de Gaulle, vous avez écrit Mort de peine. C'est un très 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 joli titre. C'est l'inverse de ce qu'on vient de dire. Oui. Expliquez-le. Parce qu'il est à double et triple sens. Oui, exactement. Mais j'ai voulu jouer sur cette ambiguïté, justement, puisqu'il peut être aussi question de peine de mort dans ce livre. Et puis en même temps, c'est aussi la peine au sens de chagrin. Donc j'ai voulu entretenir cette ambiguïté, puisque le livre est ambigu. Enfin, le contenu du livre est ambigu. Donc j'ai trouvé dès que alors j'ai entendu Charles Dantzig avant qui disait que ce n'est pas les sujets qui sont intéressants, que ce sont les hommes qui font les romans. Moi j'ai fait un roman sur un sujet. Il ne faut pas écouter tout ce que dit Charles Dantzig. Oui. Mais bon, j'avais un sujet et c'est
Et c'est ce sujet que je ne peux pas dévoiler parce que si je parle du sujet... Alors comme toujours avec les thrillers, on va parler autour.